Voilà. C'est pour ça que j'ai été désactivé du plein écran. Mode lecture. Donc, comme on vient de le dire, je vais présenter en fait les 20 dernières années en génétique, plus particulièrement sur les troubles du langage, et pourquoi ces données peuvent être un outil pertinent au niveau de l'étude et de la compréhension des troubles du langage. Alors, tout d'abord, une très rapide. Alors, j'ai déjà eu une première introduction, mais je vais rajouter un peu plus de détails sur en fait, les projets sur lesquels j'ai pu travailler. Donc, au tout début, en fait, pendant ma thèse, comme il a été dit à l'Institut Pasteur, j'ai commencé sur l'autisme et les troubles du langage. Et par la suite, en fait, j'ai pu en plus me concentrer sur les troubles cognitifs, plus particulièrement sur l'intelligence générale. Alors, là, les deux gros domaines où j'ai travaillé, c'était l'identification des variants génétiques associés au TSA et à la dyslexie. Et actuellement, l'estimation de l'impact des variants de type délétion et duplication sur la cognition et les TSA. Alors, cette dernière partie m'a permis en fait de développer un outil qui peut être utilisé par les cliniciens, permettant en fait d'interpréter les mutations jamais observées dans la littérature pour savoir s'ils seraient endommageants en augmentant le risque de déficience intellectuelle ou d'autisme. Mais il faut faire attention, c'est un outil pour aider à conclure par rapport aux cliniciens, ce n'est pas un outil de diagnostic. Grâce à ces différents travaux, j'ai pu intégrer plusieurs consortiums, dont un développé par mon directeur actuel, Sébastien Jattemont, et deux autres qui sont le PGC, qui est un des plus gros consortiums au niveau génétique et psychiatrie, et le deuxième, c'est G2MH, qui a les mêmes buts, c'est comprendre les bases de la génétique à travers les troubles psychiatriques. Donc là, on va commencer par une petite introduction en génétique pour mettre tout le monde sur les mêmes bases. Donc, tout d'abord, l'ADN, c'est le support de l'information en génétique. Donc, il est présent dans le noyau de toutes nos cellules. L'ADN est identique, quelle que soit la cellule d'un corps. Donc, l'information génétique est identique, quelles que soient les cellules qu'on va utiliser. Et souvent, sa représentation, c'est celle qu'on a l'habitude de voir, c'est celle du chromosome en forme de X. Sauf que cette représentation-là, c'est la forme condensée du filament d'ADN, qui est représenté ici, et qui, en fait, a été découvert en 1953 grâce aux travaux de Rosalind Franklin et les observations faites dessus via James Watson et Francis Crick. Donc, l'ADN est un filament, c'est une molécule constituée en fait de plusieurs briques. Ces briques, c'est les 4 types de nucléotides ATGC. Alors, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les séquences de cet ADN, parce qu'une séquence, peut coder une unité d'information. Alors, en gros, une séquence est égale à un gène. Et il y a 21 séquences dans le génome humain présentes sur le filament d'ADN. Donc, il y a 21 000 gènes qui codent tout le patrimoine génétique humain. Alors, un gène va coder en fait une protéine et c'est la protéine qui va avoir une fonction. Ce n'est pas le gène. Le gène, c'est le plan construction et la construction, c'est la protéine. C'est elle qui va avoir une fonction. Et petit anniversaire, la première carte du génome humain a 20 ans maintenant. La première carte complète du génome humain a 20 ans. Donc, c'est un domaine qui a, depuis l'apparition de la première carte du génome humain, a littéralement explosé au niveau des technologies qui ont été utilisées et des découvertes. Un peu comme maintenant qu'on a la carte de la planète, on arrive à plus facilement naviguer. C'est exactement la même chose avec le génome humain. Par la suite, alors maintenant qu'on sait où est l'information et que les gènes, c'est les unités qui nous intéressent, les unités d'information qui nous intéressent, quelles sont les variations qui sont présentes dans un génome? Donc ici, on a les plus grosses variations, c'est celles qui sont au niveau des chromosomes, donc du nombre de chromosomes. Donc, plus communément, vous en connaissez pratiquement tous une, c'est la trisomie 21, où au lieu d'avoir les 2 chromosomes hérités des parents, un du père et l'autre de la mère, on se retrouve avec 3 chromosomes 21, d'où l'anomalie et l'apparition du phénotype de trisomie 21. Après, il y a d'autres types de variants plus subtils, présents au niveau de la séquence, au niveau du filament d'ADN. Et là, on est dans les 3,5 millions de variants par individu. Donc, le généticien doit maintenant, avec les nouveaux
arriver à filtrer cette quantité d'informations pour pouvoir repérer lesquels seront causaux ou qui vont expliquer la maladie. Alors, deux types de variants sont très étudiés à l'heure actuelle en génétique. Le premier, ce sont les variants du nombre de copies. Et le second, ce sont les variants de simples nucléotides. Alors, pour la première situation, on a une mise en contexte. Donc, on a la paire de chromosomes sœurs. Donc, le chromosome 1 en haut, c'est celui qu'on va dire hérité du père. Le chromosome 1', c'est celui hérité de la mère. Et ils sont appariés parce qu'en fait, ils contiennent la même information génétique, mais avec quelques modifications. Et là, dans le contexte, on va en fait regarder ce qui se passe pour la région A, représentée en jaune. Et dans une situation classique, on a deux copies de la région, celle qui est présente dans le premier chromosome et celle qui est présente dans le second chromosome sœur. Mais dans certains cas, on peut avoir des différences. On peut avoir une perte de cette région. Et là, on est face à la situation du milieu où un des chromosomes a la région A, mais le second ne l'a pas. Donc, on a une délétion de la région A qui n'est plus présente. Et dans le cas opposé, en fait, on va avoir la région A présente dans un des deux chromosomes. Et dans le second chromosome, on aura deux régions A, là où normalement, on aurait dû en avoir qu'une seule. Donc là, on se retrouve avec trois copies de la région A. Donc là, on est clairement dans une situation de duplication. Ici, la région, elle peut être petite ou grande, comporter un ou plusieurs gènes. Par la suite, les variants de simples nucléotides, comme pour précédemment, on a la séquence du chromosome 1, la séquence du chromosome 1', le chromosome sœur, et on peut voir ici qu'en fait, dans la séquence de 5 nucléotides, le nucléotide du milieu, il est différent entre la version du chromosome 1 et la version du chromosome 1'. Dans la première version, c'est un G, et dans la seconde, c'est un A. Ce qu'on appelle une version, plus communément, le terme en génétique, c'est une allèle. Donc, quand il y a une différence de version dans le génome, on dit qu'il y a une nouvelle allèle présente dans le génome. Et donc, ici, les deux types de variants, deux caractéristiques des variants qu'on utilise le plus, c'est ceux qui sont fréquents, ceux qui sont observés dans plus de 1% de la population en général, et ceux qui sont considérés comme délétères et rares. Alors, rare, voire de nouveau. De nouveau, c'est un peu le saint graal pour la génétique. En fait, de nouveau, ça veut dire que le variant est présent chez le patient qu'on est en train d'étudier, mais il n'est pas présent chez les parents. Il est lié en fait à une erreur de réplication de l'ADN qui a engendré la mutation au niveau soit de la formation des gamètes, soit au niveau de l'embryogenèse. Donc, c'est une mutation qui n'est pas présente et potentiellement n'a jamais été vue auparavant dans toute l'espèce, en fait. Et l'autre point qui est essentiel pour la définition des variants délétères pathogéniques, c'est qu'il faut qu'ils cassent l'information d'un gène, et de préférence un gène qui soit important. Donc, voilà les différents types de variants qu'on utilise en génétique. Donc, un des points qu'il faut bien avoir en tête, c'est la fréquence des variants. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut soit des variants fréquents, soit des variants rares? En fait, souvent, la fréquence va définir l'impact. Si on a des variants qui vont être très endommageants, donc là, en fait, l'axe sur cette figure, l'axe des Y, c'est la sévérité du phénotype qu'on est en train d'observer, et l'axe des X, c'est la fréquence des variants génétiques qu'on est en train d'étudier. Et ce qu'on peut voir, c'est que si la sévérité est élevée, en fait, ça concerne essentiellement des variants rares, parce que si l'individu a une mutation qui est endommageante, eh ben, il aura moins de chances de se reproduire et de survivre, et donc il ne pourra pas transmettre son patrimoine génétique à la descendance, et donc la mutation va disparaître de la population. Au contraire, si l'effet est faible, voire neutre, le variant va être transmis et donc va rester dans la population. Donc, le point essentiel à retenir ici, c'est qu'une mutation rare est potentiellement dangereuse dans le génome humain, et une mutation fréquente, elle est souvent à peu d'effet, en fait. Alors, pour essayer d'interpréter rapidement et sans rentrer trop dans les détails sur les différents impacts des variants, voilà une illustration assez proche de, je pense, des fautes d'orthographe en français. Donc, le premier cas, quand on a une duplication ou une délétion d'un chromosome, on est face à, on va prendre l'exemple d'une encyclopédie où on a délété ou rajouté un tome complet. Donc, on va avoir une perte d'informations ou un rajout d'informations massif. Donc, les effets sont très sévères.
Ensuite, on va voir l'exemple des délétions et des duplications, où là, en fait, on va prendre l'exemple de le chien et roux. On a le et roux, donc on a eu une délétion du chien qui a provoqué en fait une perte d'information. On ne sait plus quel est le sujet, et donc là, potentiellement, on peut avoir un effet important. Moins important que la phrase qui est juste à côté, où on a le chien et… Ah, pardon, il y a eu un… non, désolé. Un ordinateur un peu sensible. Donc là-dessus, on a le et le chien et roux a été complètement délité. Donc là, on a vraiment une perte importante de l'information. Donc en fait, tous les exemples qui suivent vont illustrer différents patterns d'effets. Alors dans certains cas, les effets sont modestes, dans d'autres, ils vont être importants. Et dans le dernier cas, qui est avec les SNV, où là, on va avoir le chien et roux. Ensuite, on va avoir le chien et rouge. Donc ici, vu qu'on ne change qu'un nucléotide, c'est comme si on changeait qu'une seule lettre. Donc, dans certains cas, on va avoir une phrase qui est assez similaire et donc les effets sont faibles. Et dans le dernier cas, on a le chien est doux, ce qui change complètement le contexte de l'information et donc on va avoir un effet notable. Alors, la spécificité biologique d'un gène va définir aussi l'impact sur le phénotype. Où il est exprimé, quand, sa fonction biologique. Toutes ces questions-là sont les questions qu'il faut prendre en compte avec l'impact du variant pour comprendre en fait la relation entre le gène, le variant génétique et la maladie. Donc maintenant qu'on a vu le contexte de la génétique et de sa relation avec les impacts, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les troubles neurodéveloppementaux. Alors, pour les troubles neurodéveloppementaux, on a un large spectre clinique regroupant l'autisme, la déficience intellectuelle, schizophrénie et bien sûr les troubles du langage, qui sera la dernière partie de cette présentation. La prévalence dans la population générale, elle est aux alentours de 4 à 14%, selon la sévérité que l'on regarde. Les facteurs génétiques qui y sont impliqués représentent 50 à 80% des cas du trouble neurodéveloppementaux. Et de nombreux gènes ou variants génétiques ont été identifiés comme étant causales, ou du moins expliquant les troubles neurodéveloppementaux. Point important, 15 à 20% des patients qui sont référés en clinique pour un trouble neurodéveloppemental ont au moins dans leur génome un CNV considéré comme pathogénique par la clinique. C'est pratiquement presque un quart des patients ont une altération dans leur génome. Alors ici, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'on est face dans les troubles neurodéveloppementaux à une hétérogénéité à la fois clinique, génétique et biologique. Un des cas les plus étudiés dans les troubles neurodéveloppementaux, c'est autour du trouble du spectre autistique, où en fait de nombreux gènes ont été découverts maintenant. Il y a un vrai engouement, une vraie compétition à l'échelle nationale pour découvrir les gènes et la structure génétique autour de l'autisme. Donc là, à l'heure actuelle, on est entre 500 et 1000 gènes qui sont associés au TSA. Ce qu'on voit, c'est qu'avant les années 2000, donc avant la carte du génome humain, on était aux alentours de 50 gènes. Maintenant, on est 10 voire 20 fois plus important parce que, avec l'apparition de cette carte, on a pu développer de nouvelles technologies, dont les Next Generation of Sequencing, etc., qui nous ont permis en fait, d'avoir de meilleures possibilités d'observation des variants génétiques et aussi la taille des cohortes a fortement grossi au cours des années. On était aux alentours de 100 ou 200 patients. Maintenant, on est dans des alentours de 2 à 5 000 individus porteurs avec des contrôles allant jusqu'à 10 ou 20 000 participants. Donc, on est dans un cadre où tout est réuni pour avoir une bonne observation. Et on peut voir qu'actuellement, la découverte des gènes associés au TSA, elle est exponentielle. Alors ici, c'est un résumé de cette représentation de ces 5 à 10 000 gènes. Donc ici, c'est une représentation circulaire du génome. On a le chromosome 1 ici avec les gènes associés au TSA, le chromosome 2 avec les gènes associés au TSA, etc. etc. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas un chromosome qui contient tous les gènes. C'est distribué sur l'ensemble du génome humain où on peut observer des gènes associés au TSA. Pour différentes raisons. Donc là, ici, on a la liste des régions et qui définit en fait le code couleur observé.
Donc là, pour essayer de synthétiser cette information, parce qu'on a les gènes, mais quelles sont les fonctions biologiques qui y sont présentes, en fait, on a regardé les interactions des protéines codées par ces gènes pour voir s'il y avait des protéines qui interagissaient les unes avec les autres. Alors, ici, les protéines, les boules les sphères violettes et noires sont les gènes de la liste dont on est en train de parler. Les liens en rose, ce sont les liens d'interaction protéine-protéine. Et ce qu'on peut voir ici, clairement, c'est qu'il y a un véritable réseau qui est autour de cette liste de gènes. Et en violet, la particularité des gènes qui sont colorés en violet, c'est qu'ils ont une fonction au niveau de la synapse. Donc, clairement, dans le trouble autistique, on a les fonctions qui sont altérées sont autour de la synapse. Alors, on s'en est servi en fait comme fil d'Ariane pour se guider, pour avoir une vision un peu plus fine de la situation, quelles étaient les fonctions biologiques spécifiques qui étaient présentes dans les TSA. Ce qui nous a permis en fait de voir qu'il y avait des récepteurs synaptiques, des adhésions cellulaires, des protéines d'adhésion cellulaire, d'échafaudage, de régulation de cytosquelette, dégradation, régulation de transcription de protéines et de l'expression des gènes. Donc, on est clairement dans un large spectre de fonctions biologiques qui sont impliquées dans la vie de la synapse, à la fois dans sa structure et dans son maintien. Autre exemple qui est avec la schizophrénie, où là, en fait, dans le papier de Marshall de 2017, il a répertorié en fait tous les gènes qui étaient délétés, enrichis chez ces patients schizophrènes par rapport à ces contrôles. Donc là, on est dans un cadre où il y a 40 000 individus qui ont été utilisés, 20 000 schizophrènes et 20 000 contrôles. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, les gènes présents dans ce réseau sont des gènes qui sont aussi observés dans les TSA et que, avec, bien sûr, les mêmes voies biologiques. Donc, ce qu'on peut conclure de ces observations, c'est qu'en fait, les voies biologiques présentes que ce soit les TSA, la schizophrénie ou les autres troubles neurodéveloppementaux, en fait, elles sont communes. Alors, il y a des voies qui vont être plus spécifiques de certains troubles, mais on a un fond de fonctions biologiques communs à travers les troubles psychiatriques et cognitifs. Donc, la première conclusion qu'il faut retenir pour la suite, c'est que la formule la formule mathématique qu'on pourrait donner pour définir un phénotype, c'est la génétique, son environnement que je n'ai pas discuté aujourd'hui, la génétique en interaction avec l'environnement. En fait, ça donne le phénotype final. Bon, c'est un peu grossier comme formule, mais ça permet de bien résumer la situation. Et avant qu'on ait toutes ces analyses, on avait les gènes, on savait qu'il y avait une relation, mais on ne la connaissait pas, et les différents troubles. Et maintenant, on est dans cette situation où on a un pattern de voies biologiques au centre qui permet en fait de faire la connexion entre les variants génétiques d'un côté et les troubles psychiatriques de l'autre. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'un gène peut avoir plusieurs fonctions, peut être impliqué dans plusieurs voies et être aussi impliqué dans plusieurs troubles psychiatriques. Et là, on retourne en fait sur l'hétérogénéité qu'on discutait à la première slide d'introduction, qui est, on a bien l'hétérogénéité génétique qu'on observait précédemment, l'hétérogénéité biologique par rapport aux voies et bien sûr l'hétérogénéité clinique. Alors, un point sur lequel je voudrais insister, c'est que même si la clinique classifie les patients selon le fait qu'ils soient autistes, schizophrènes ou autres, cette vision peut, dans certains cas, marcher avec la génétique, où on va voir une mutation, un gène associé au trouble en question. Néanmoins, Mr DNA ou Monsieur ADN, pour ceux qui se souviennent du film Jurassic Park, ne sait pas lire le DSM, et donc dans la majorité des cas, il n'applique pas cette règle-là. On est dans des cas où on appelle cela des maladies complexes parce qu'en fait, on est face à un réseau génétique et biologique qui s'entremêlent à travers les différents diagnostics. Alors maintenant, on va rentrer dans les troubles du langage. Donc déjà, une petite définition rapide, c'est des déficits de communication de la parole et du langage présents tout au long de la vie. La prévalence est entre 3 et 16% dans la population générale. Ce trait est héritable à 40 à 80%. Cela veut dire que si un parent est atteint d'un trouble du langage, il y a de fortes chances que ses enfants le soient aussi. On est face à un spectre important de sévérité. On peut avoir une absence complète de langage à des troubles de difficulté de lecture. Si on prend un exemple d'une cohorte de jeunes enfants de 4 à 5 ans, on peut voir que plus de 7% vont avoir des troubles du langage sans
comorbidité. On ne voit que le trouble du langage et dans plus de 2%, on va avoir un trouble du langage avec une comorbidité supplémentaire comme le déficience intellectuelle, l'autisme, épilepsie, trisomie 21. Donc là, la conclusion à avoir sur cette introduction, c'est les troubles du langage sont donc transdiagnostiques parce qu'ils peuvent avoir des comorbidités associées et en plus, la sévérité et la nature peuvent être multiformes. Alors, au niveau des résultats pour les variants rares, alors je vais faire par la suite, je vais avoir une approche plutôt historique des faits. Donc, tout commence avant les années 2000, en 1988. Alors, le nom qu'il va falloir retenir, c'est Simon Fisher, puisque c'est le PhD qui a travaillé sur la famille que je vais vous présenter et qui a en fait basé toute sa carrière sur l'analyse génétique des troubles du langage. Donc, si vous avez quelqu'un dont la littérature vous intéresse, parce que vous voulez voir c'est quoi la génétique avec les troubles du langage, c'est cette personne. Ça a été le pionnier et c'est le leader mondial à l'heure actuelle. Donc, il a travaillé sur la famille KE. Alors, cette famille KE, elle est en 3 générations et est représentée par l'arbre familial ici. Donc, en carré, ce sont les hommes. Les ronds, ça représente les femmes. Les tirés représentent les relations familiales entre les différents membres de cette famille. Quand ils sont barrés, c'est qu'ils sont morts. Quand ils sont marqués en noir, c'est qu'ils sont atteints de la maladie qu'on est en train de regarder, ici, les troubles du langage. Et quand on a ce sorte de symbole, c'est qu'on est face à des jumeaux hétérozygotes, ce qui est le cas pour les individus 8 et 9. Et l'étoile signifie qu'on n'a pas l'information génétique de ces individus-là. Alors, au niveau clinique, dans cette famille, on est face à une dyspraxie, une altération de la capacité du langage et des compétences orales et grammaticales. Les mouvements orofaciaux fins sont altérés et on a, alors, dans l'article, il parle que le QI non verbal est relativement épargné. Alors, c'est plus un point de vue des auteurs parce que par rapport au QI verbal, qui est vraiment très bas, celui-ci reste relativement haut, vu qu'il est dans les alentours de 80 à 90, 80 à 90 en nombre de points de QI non verbal pour les individus qui ont le syndrome par rapport aux autres individus de la population, qui sont en QI normal, en fait. Donc là, ce qu'ils ont fait avec cette famille, c'est qu'ils ont essayé de voir quelles étaient les versions du génome qui étaient toujours observées chez les patients et jamais observées chez les parents non atteints. Ils ont vu qu'il y avait une région sur le chromosome 7 où il y avait le gène FOXP2. Alors, la région, à l'époque, était assez grande, elle faisait plusieurs mégabases, donc il y avait plusieurs gènes. Néanmoins, FOXP2, c'était le gène un peu candidat. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé s'il y avait des mutations présents dans les régions codantes du gène FOXP2 pour voir s'il y aurait une anomalie qui pourrait en fait expliquer la pathologie de cette famille. Et bingo, ils en ont trouvé une. Son petit nom, c'est R553H. Et alors pourquoi ils ont considéré que celle-là était plus endommageante que ce qu'ils auraient pu observer autour, c'est qu'en plus, elle est localisée au niveau d'un domaine de liaison de FOXP2 à l'ADN. Donc, potentiellement, cet acide aminé qui a été changé dans la protéine peut altérer l'affinité qu'a la protéine à se fixer à l'ADN. Donc, ça peut altérer sa fonction. Et en plus, c'est une portion de la protéine qui est très conservée à travers les espèces vivantes. Donc, ici, il a les bons arguments pour dire que la mutation, elles sont plutôt bons pour dire qu'elle est causale. Bon, il ne s'est pas arrêté à là, il a testé son hypothèse via un autre patient qui avait le même profil d'anomalie au niveau du langage, qui est le patient CS, et où en fait il a trouvé une mutation de novo, donc qui n'est pas présente chez les parents, d'une restructuration du chromosome 7 avec le chromosome 5. Donc ici, on est face à une translocation qui casse en fait FOXP2. Donc là, enfin, on a 2 structures d'observation indépendantes, le patient 1 et la famille KE, qui ciblent en fait le même gène et avec la même pathologie. Donc là, en fait, il réplique en quelque sorte ces observations. Donc, par la suite, je vous ai dit, cette famille, c'est une success story. Ils ont réussi à faire l'IRM d'une partie des individus, 10 porteurs de la mutation, donc 10 participants avec le trouble du langage, 7
contrôles intrafamiliaux et des contrôles extérieurs à la famille. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'il y avait une altération. Alors ici, c'est ce qu'on observe au niveau des différentes images de couches de cerveau. Donc, les points en jaune, en fait, sont les zones où on voit une différence significative entre les personnes atteintes du trouble de langage et celles qui ne le sont pas. Et ce qu'on conclut, c'est qu'en fait, ces régions-là, il y avait moins de matière grise que ce qu'on observe normalement dans un cerveau de personnes normales. Alors, c'est vrai pour le cervelet, qu'on peut voir ici, pour les noyaux codés et aussi pour le gyrus frontal inférieur. Alors, ici, ce que ça veut dire, c'est que la matière grise représente souvent la zone où on a les cellules dans le cerveau. Il y a moins de cellules dans ces régions-là que ce qu'on observe normalement. Donc là, en fait, cette famille, elle est parfaite. On a la clinique, on a les observations neuroanatomiques et en plus, on a la raison génétique. Au niveau des fonctions de FOXP2, donc c'est un gène qui est exprimé dans le cerveau, mais pas que, il est exprimé dans d'autres tissus humains. La particularité, c'est que certains tissus du cerveau vont exprimer plus FOXP2 pendant les voies développementales au niveau de la période prénatale, et en fait, leur expression diminue après le postnatal. Donc, ça veut dire que le gène FOXP2 aurait un rôle potentiellement clé au moment de la mise en place du cerveau. Et c'est un facteur de transcription. Alors, qu'est-ce qu'un facteur de transcription? Un facteur de transcription, en fait, c'est une protéine qui va réguler l'expression d'autres gènes. D'où le fait que le domaine de fixation à l'ADN est aussi important parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les gènes sont dans l'ADN. Donc, si la protéine ne reconnaît plus l'ADN, il ne peut plus avoir d'effet sur la molécule d'ADN. Alors ici, une illustration pour exprimer un peu c'est quoi un facteur de transcription. En fait, c'est comme un chef d'orchestre dans un groupe de musiciens. Son rôle, en fait, c'est de coordonner l'ensemble des musiciens, c'est le rôle de FOXP2, par rapport à ces gènes cibles. Et donc, en fait, FOXP2 a une fonction de régulation d'expression. Ce n'est pas lui qui va faire les altérations de fonctions neuronales ou autres. C'est les gènes qui va réguler, qui ont cette fonction-là. Donc, c'est un effet indirect. Et à ce niveau-là, en fait, on a 910 cibles qui sont régulées par FOXP2. Chez l'homme, chez la souris, ça a été étudié dans pas mal d'animaux, chez les oiseaux aussi, dont 285 spécifiquement dans le cerveau fœtal humain. Et quand on regarde en fait les fonctions des gènes régulés par FOXP2, on peut voir qu'en fait, ils vont tous cibler en majorité des fonctions neuronales au niveau de la migration des neurones, de l'arborescence des neurones, de la communication des cellules entre les neurones et de la régulation d'autres gènes. Donc là, ici, on a vraiment le parfait gène candidat. De toute façon, il est validé. À ce niveau-là, la petite particularité de FOXP2, c'est qu'il fait partie des 5% des protéines les mieux conservées dans le règne des vertébrés. Néanmoins, il a beau être extrêmement conservé, l'espèce humaine, au cours de son évolution, a 2 modifications d'acides aminés qui sont représentées ici dans l'arbre phylogénétique, où on peut voir l'homme, le chimpanzé, bonobo, orang-outan, et tout en bas, la souris. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu une évolution rapide du gène et spécifique du gène chez l'homme. Alors, ces 2 mutations ont été aussi observées chez Néandertal. Néanmoins, étant plus vivant, la seule espèce sur cette planète qui a ces 2 mutations, cette histoire évolutive, c'est uniquement l'homme. Et pour comprendre, en fait, est-ce que ces 2 modifications ont un impact sur la structure de notre cerveau, on a utilisé la souris. Et en fait, on lui a remplacé le gène FOXP2 qu'elle avait par la version humaine. Donc, on l'a humanisé, on a créé une souris OGM où on a mis le gène en question de la version humaine. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une modification de la structure des vocalisations innées de la souris, une diminution du comportement d'exploration, diminution du niveau de dopamine au niveau du cerveau. L'arborescence dendritique était différente, elle était plus longue, et on voit une plasticité synaptique augmentée au niveau du striatum. Donc, clairement, ces 2 acides aminés qui sont issus de notre évolution
au sein de notre espèce ont une conséquence significative dans la structuration du cerveau. Donc, il y a vraiment une histoire évolutive qu'il faut peut-être prendre en compte quand on regarde les gènes du langage, surtout dans une espèce comme la nôtre, où le langage est potentiellement aussi développé. Après 20 ans d'analyse des différents patients qui avaient FOXP2, parce que ce gène-là est extrêmement bien analysé, on a en fait le pattern clinique des patients avec une mutation FOXP2 endommageante, qui est une apraxie de la parole. Et les comorbidités qu'on peut observer, c'est des retards de développement de la parole, mauvaise fonction motrice orale, difficulté et dyspraxie motrice orale, dyspraxie. Ensuite, on a les troubles du langage répétitif et respectif. Un QI plus bas, un QI non verbal un peu plus bas que la normale, troubles de la lecture et de l'orthographe, déficience motrice fine et globale. Et dans certains rares cas, on peut avoir des légères dysmorphies et des traits autistiques. Donc là, on a vraiment un vrai diagnostic qu'on peut donner si un jour vous voyez un patient et que son diagnostic génétique montre une mutation délétère dans FOXP2, voilà en fait la fiche de référence sur le suivi de ce patient en fait. Alors, il n'y a pas que FOXP2 dans le langage, je vous rassure, il y a eu d'autres gènes qui ont été découverts. On a au niveau du bégaiement, on a 4 gènes robustes. Dès la dyslexie, pareil, 4 gènes robustes et 3 autres dans les troubles du langage en général. Alors, je vais me concentrer un peu plus sur Contactine Associative Protein 2 parce que ça a été aussi une success story. Je ne vais pas trop en parler, mais ici, il est associé que aux troubles du langage. Dans une future publication où je vais être premier auteur, on a en fait une famille un peu comme la famille de KE, où là, on a 39 individus, dont 11 qui sont dyslexiques. Et en fait, on a repéré la région du génome qui était impliquée qui était associée en fait dans la dyslexie, qui est Contactine Associative Protein 2. Donc, prochainement, Contactine Associative Protein 2 sera aussi associée à la dyslexie. Là, à l'heure actuelle, pour qu'on puisse finir cette publication, on est en train de chercher la mutation causale, qui, j'espère, va bientôt arriver. Donc, ensuite, au niveau des CNV qu'on connaît, qui sont déjà associés au niveau pathogénique, quel est le pattern des troubles de langage qui peuvent être associés? Alors, il y a plusieurs cas. Il y a une liste ici de 4 régions du génome. Lorsqu'elles sont délétées ou dupliquées, on peut avoir une altération du langage. Alors, je vais me concentrer sur le CESP11.2 parce que c'est une des régions qui est extrêmement étudiée et qui est souvent la plus fréquente en psychiatrie, où en fait la délétion va être associée à de la dyslexie et à de l'apraxie, et la duplication plutôt à un trouble de développement retardé, qui concerne aussi le langage. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus de ces troubles de langage, la délétion de CESP11.2 ou CESP11.2 est associée à l'autisme quand elle est délétée, et pour les duplications, elle est aussi associée à l'autisme, plus dans certains cas à la schizophrénie. Alors, il y a bien d'autres comorbidités associées. Donc là, on voit en fait, grâce à cet exemple, le transdiagnostic au niveau des troubles du langage. Souvent, ils sont accompagnés d'autres phénotypes. Alors, bien sûr, il y a d'autres régions du génome qui ont été associées aux troubles du langage, que ce soit la dyslexie ou les troubles du langage en général. 9 pour la dyslexie et 5 pour les troubles du langage. Néanmoins, très peu de ces régions ont observé un gène robuste ou candidat validé. Donc, en fait, on est dans la plupart du temps, on a en quelque sorte la croix sur la map de la carte au trésor, mais on ne sait pas encore exactement sous quel cloutier il faut creuser en fait pour trouver le trésor. Donc, on a la région, mais on ne sait pas quel est le gène causal. Alors, au niveau des variants communs, alors, pour commencer, je vais faire une petite introduction d'une méthode qui est la GWAS. C'est Genome Wide Association Study. En fait, le but de cette méthode, c'est de pouvoir analyser un grand nombre de variants communs très rapidement. Alors, ce qu'il faut, c'est en quelque sorte la recette de cuisine, c'est il faut la population contrôle et la population de patients. On va les génotyper. Alors, ce que ça veut dire génotyper, c'est qu'on va définir les versions observées pour chaque individu des variants communs qu'on veut étudier. Alors, en général, on utilise une puce à ADN qui peut analyser de 1 million jusqu'à 5 millions de variants communs. Et on va faire des analyses statistiques, soit un Fisher, soit un t-test ou d'autres types d'analyses.
Et la représentation de ce type d'analyse se fait via la figure ci-dessous, qui est un Manhattan plot. Or, le Manhattan plot, l'axe des Y, c'est la significativité du signal. Donc, plus il est haut, plus le signal est significatif. Et en X, en fait, on a ordonné les variants communs selon leur position physique sur le génome humain. Alors, on commence par le chromosome 1, puis 2, puis 3, etc. Et ce qu'on veut, comme pour l'île de Manhattan, c'est de voir des tours. Et c'est ça qui est représenté en fait ici avec les points en jaune, qui sont les points qui passent le seuil de significativité pour cette analyse. Et donc, plus il y a de tours, plus ça veut dire qu'on aura de régions du génome associées à la maladie. Donc, les premières analyses qui ont été faites avec des populations de grande taille, c'est grâce au labo de Simon Fisher, qui, 20 ans après, a ouvert son labo et continue toujours sa recherche dans le domaine. Donc là, il avait 2500 individus. Il a trouvé 2 signaux dans le chromosome 18 et 9 par rapport au phénotype RANT-L. Alors, le phénotype RANT-L, c'est la mesure de la rapidité et de la précision de lecture d'une matrice de lettres. Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, pour ces 2 régions, c'est que selon les allèles portés, donc on va avoir les 2 allèles, ça va être GG ou TG ou TT, on peut voir en fait que plus on a d'allèles T dans son génome, plus en fait on va être moins performant pour ce test-là. Parce qu'en fait, la valeur ici, c'est le nombre de réussites. Et inversement, dans le cas du second hit, donc dans le chromosome 8, on va avoir une augmentation quand on va avoir une allèle T par rapport au C. Ensuite, il a fait la même analyse, cette fois, mais avec la dyslexie. Et il a repéré une région spécifique qui augmente le risque de dyslexie. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, les variants communs ont un impact, comme il a été montré, sauf que cet impact est modeste, parce qu'ils sont communs et c'est pour ça qu'ils sont dans la population générale. Mais qu'est-ce qui se passe si en fait on fait la somme de ces variants causaux communs chez un individu? En fait, ça revient un peu à l'image de grains de sable. Un seul grain de sable a très peu de poids, mais quand on les regroupe, on peut en faire un sac qui a vraiment un poids conséquent. En fait, la méthode que je vais vous présenter maintenant, c'est la somme de ces poids attribués à chaque allèle à risque pour une maladie donnée. Donc, ce qu'il faut pour la recette, pour la méthode, en fait, c'est de prendre une GWAS d'une maladie donnée, par exemple l'autisme. On va regarder en fait tous les variants à risque qui ont été observés dans la GWAS et en fait, on va les identifier dans notre cohorte. Alors, il faut bien faire attention, la cohorte utilisée dans la GWAS qui nous sert de référence doit être indépendante de la cohorte sur laquelle on travaille. Et ce qu'on fait, en fait, on va compter. On va compter le nombre d'allèles à risque. Et dans le premier cas, on va avoir 7 allèles à risque, 2, puis 3, puis 2, puis 4, etc., etc. Et donc, ça veut dire que le premier individu a plus de chances de développer potentiellement un risque d'autisme parce qu'en fait, il a plus d'allèles à risque dans son génome via des variants communs. Seul un variant commun n'aura pas trop d'impact, mais combiné aura beaucoup plus d'impact. Et ce qu'on peut voir sur le côté, en fait, c'est la représentation graphique qui représente souvent une gaussienne du risque en calculé. Donc, les risques les plus élevés, en fait, sont là où il y aura le plus d'allèles à risque, où en fait, il y a moins de personnes dans cette partie-là. Idem pour ceux qui sont appauvris, en quelque sorte, en allèles à risque, donc ils sont en quelque sorte protégés, hein. Et puis le milieu qui est en fait la distribution classique du nombre d'allèles à risque. Et avec ça, en fait, Simon Fisher, dans son labo, encore lui, a regardé le polygénique risk score, donc la somme des risques pour l'hyperactivité, l'autisme, la bipolarité, les troubles majeurs de dépression, schizophrénie, toutes les maladies psychiatriques en même temps, le nombre d'années d'études. Donc ici, plus le risque augmente, ici, en fait, c'est le risque de faire beaucoup d'années d'études. Et pareil pour l'intelligence, c'est plus le risque augmente pour cette valeur-là, plus le QI sera élevé. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est pour les allèles à risque pour l'autisme et les troubles majeurs de dépression, il n'y a pas d'effet significatif par rapport à la dyslexie. Ça veut dire que les dyslexiques n'ont pas plus d'allèles à risque que la population contrôle. Donc, les bases génétiques de ces 2 troubles psychiatriques ne sont pas influencées le risque de dyslexie.
Néanmoins, pour l'hyperactivité, la bipolarité et la schizophrénie et les cross disorders, on voit en fait une interaction significative. OK. À ce niveau-là. Donc ici, on se retrouve clairement à voir que les fonds génétiques qui sont responsables de ces troubles sont aussi enrichis chez les dyslexiques. Et au contraire, pour le nombre d'années d'études et l'intelligence, on a un effet protecteur. Plus on a à risque de faire de longues études, moins on sera sujet à être dyslexique. Idem pour le quotient intellectuel, plus on est à risque d'avoir un haut quotient intellectuel, moins on a de probabilité d'être dyslexique. Alors, ces mêmes paramètres ont été utilisés dans une population générale. Et ce qu'on peut voir, et cette fois avec d'autres valeurs cliniques, donc ici, c'est la mémoire logique, la fluidité verbale, là, on a un test de vocabulaire, et le G, en fait, c'est une mesure, ça s'appelle le G-facteur, c'est une mesure qui est assez similaire du quotient intellectuel. Et ce qu'on voit, c'est que pour les risques d'autisme, dans la population, on a une augmentation par rapport aux performances cognitives de ces différents tests. Donc là, en fait, plus on a de risques d'être autiste, plus on performe sur ces tests-là. Et ça, c'est assez répliqué dans la littérature avec les analyses d'autisme. Par contre, pour l'hyperactivité, il n'y a rien, pas de signal. Ce qui est à l'opposé de ce qu'on observait précédemment, parce qu'on n'avait pas d'effet sur l'autisme et on avait un effet sur le fond génétique d'hyperactif. Donc là-dessus, on est clairement, ce que ça indique, c'est que le fond génétique des dyslexiques est différent de ce qu'on peut observer dans la population générale. Alors, pour conclure, donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des variants rares et communs qui sont impliqués dans les troubles du langage, qu'il y a des régions et des gènes fortement associés aux troubles du langage comme FOXP2. L'histoire évolutive est importante au niveau de ces gènes et les voies biologiques sont communes avec les autres troubles neurodéveloppementaux. Alors, la limite à l'heure actuelle, c'est que les cohortes utilisées sont de petite taille, il y a un manque de reproductibilité des résultats, peu de recherches sont faites par rapport aux autres troubles neurodéveloppementaux. Par exemple, je vous ai présenté pratiquement une dizaine de gènes robustes. Là, on en a presque 1000 dans l'autisme. Donc, on a vraiment beaucoup moins de visibilité. Et ce n'est pas une question il y a moins de gènes impliqués dans la dyslexie. C'est juste la dyslexie ou les troubles de langage sont moins bien étudiés. Et on a un problème au niveau de phénotypes associés aux altérations des gènes. Alors, néanmoins, on peut, grâce au diagnostic génétique, avoir une prise en charge précoce dans certains cas de mutation, comme le CESP11.2 que je vous ai présenté, FOXP2, et puis dans d'autres cas où on sait que l'individu sera sujet à Parkinson, on sait qu'il y a des altérations du langage qui peuvent apparaître, donc ça peut être une prise en charge précoce. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qu'on peut voir dans la littérature. Et si, au contraire, vous voyez un patient qui n'a pas de diagnostic génétique, mais qui a un trouble de langage modéré à sévère, c'est peut-être une bonne idée de le référer en génétique clinique pour qu'il puisse avoir un diagnostic et potentiellement, si on voit une mutation, avoir une prise en charge plus ciblée, parce que si la mutation est déjà observée dans la littérature, on pourra anticiper certains mécanismes et voir potentiellement l'évolution de la pathologie de l'individu. À titre plus personnel, et je vais me dépêcher un petit peu, le temps tourne, mes perspectives de recherche en fait, se basent à la fois sur les variants rares et communs. Mon but à l'heure actuelle, c'est de regrouper une grande cohorte transdiagnostique où il y aura des dyslexiques, des autistes et de la population générale, regroupant entre 5 000 et 33 000 participants âgés de 5 à 83 ans sur différents phénotypes. Alors, la liste de phénotypes est présentée ci-dessous, des phénotypes à la fois du langage et cognitif et de l'IRM. L'intérêt de cette cohorte, c'est d'avoir une puissance statistique supérieure à ce qui est publié à l'heure actuelle, de répliquer aussi ce qui a été fait auparavant, de voir de nouveaux gènes et de nouvelles régions, de définir plus finement, si c'est possible, les phénotypes et les troubles neuroanatomiques associés aux variants génétiques pour permettre une meilleure prise en charge des patients. Et au niveau des variants communs, essayer de voir si on ne pourrait pas calculer
pour les maladies génératives ou d'autres maladies, d'autres troubles neurodéveloppementaux, pour voir s'il n'y a pas des fonds génétiques qui pourraient aussi expliquer ou du moins influencer la clinique des participants. Je vous remercie de votre attention, puis on va pouvoir passer à l'étape des questions. Merci, c'était vraiment passionnant. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir... Alors, pour les questions, je pense que les gens sont invités à poser leurs questions sur le chat. OK. Sinon, on pourrait prendre... Je ne sais pas si tu vas les entendre si... poser des questions, tu peux leur demander s'ils veulent intervenir. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons vous inviter à poser vos questions en utilisant la boîte de discussion, le chat, s'il vous plaît. Je l'ai ouvert en fait. Ouais. Je ne sais pas si le son marche en fait. Peut-être faire un arrêt de partage. Et La répétition de l'anglais va être sensible aux troubles du langage avec des personnes plus âgées. La répétition des phrases pourrait être plus utile. OK, merci de cette note. Je pourrais essayer de voir si j'arrive à avoir des phénotypes autres permettant d'avoir ce type de dimension. Après, je suis limité à ce qui a été fait par les cohortes au moment du recrutement. Souvent, au niveau du langage, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant. Et dans beaucoup de cohortes, en fait, c'est déprécié, en fait. Par exemple, UK Biobank, qui regroupe 500 000 individus avec la génétique, il n'y a que 400 individus qui ont des informations au niveau du langage, ce qui est très décevant, en fait. Mais merci de cette note, je la prendrai en considération. Vous avez des questions? Vous avez une question? J'ai une question. Oui. Je ne sais pas si ça va être audible, mais ma question, c'est juste sur l'électrophysiologie. S'il y a des liens qui ont été faits entre l'électrophysiologie et la génétique. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des liens au niveau de l'EEG, électrophysiologie, avec la génétique? Donc, la réponse est oui. Il y a des liens. Après, ce n'est pas un phénotype où j'ai l'habitude de travailler, en fait. Mais oui, il y a des liens qui ont été mis en place où on voit des altérations électrophysiologiques au niveau de patients qui vont avoir des altérations génétiques, en fait. Donc, effectivement, après, vu qu'on voit des anomalies neuroanatomiques, ce n'est pas contre-intuitif de se dire qu'il y a aussi des anomalies en EEG aussi. Donc, oui, il y a des observations. Là, je n'en ai pas en tête, mais oui, effectivement, il y a des études là-dessus, en fait. C'est très intéressant parce que surtout en regardant les données avec la matière grise, oui. J'imagine que ça peut avoir un effet sur ce qu'on capte. Exactement. Et à Sainte-Justine, il y a une personne, c'est Sarah Lippé, qui fait pas mal de G avec prochainement Guillaume Dumas, qui travaille beaucoup sur la génétique et les conséquences au niveau des EEG. Donc, c'est deux auteurs que je conseillerais à lire. Et aussi pour les données plus IRM, neuroanatomiques, bon, là, je fais de la pub pour mon labo, mais Clara Moreau et Sébastien Jacquemont ont publié énormément, avec Pierre Orban, publié énormément autour de cette question-là, des relations de l'impact de la génétique sur le cerveau, en particulier sur la connectivité entre les différentes aires du cerveau où on voit des altérations, où il y a une augmentation de la connectivité ou une diminution de la connectivité qui s'observe, en particulier pour des CNV, comme je l'ai présenté, le CSP11.2 ou CSP11.2 pour les puristes. En fait, on voit des altérations de la connectivité cérébrale. Donc là, il commence à avoir vraiment des données assez intéressantes dans ce domaine-là. Et surtout, alors pour le moment, on s'intéresse surtout à des mutations spécifiques. Donc, en fait, tous les participants ont la même mutation. Donc, ça crée une homogénéité clinique. Néanmoins,
par exemple, pour les travaux de Clara Moreau, elle essaie de tendre à une vision plus globale en mettant en fait un poids de dangerosité du génome de chaque participant, ce qui permet en fait de les ordonner et par la suite de voir quelles sont les altérations associées à cela. Donc, il y a vraiment une dynamique là-dessus. Oui. Alors, j'ai deux questions. D'abord, je trouve que c'est absolument super intéressant parce que ça ouvre des voies incroyables pour toutes les maladies développementales, entre autres. Je me demandais donc le coût. En fait, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, on va pouvoir faire un dépistage dès la naissance, on va pouvoir… Alors, au niveau du coût par rapport au dépistage, généralement, les dépistages sont faits quand on observe un retard de développement ou des anomalies au niveau du développement du bébé dans les premières phases. Donc, ce n'est pas systématique. Par contre, le Québec est relativement bien doté d'un système je dirais pas de veille clinique, mais de conseil génétique, des fois mieux que d'autres pays. Et en fait, il y a souvent une prise en charge assez rapide. Et moi, j'aurais tendance à, dès qu'on a une suspicion, le diagnostic génétique va vraiment aider parce que plus l'enfant sera pris tôt, plus ça sera facile, ou du moins, plus les résultats de la prise en charge seront notables. Parce que le cerveau étant très plastique pendant les premières phases du développement de l'enfance, et ben en fait, plus c'est pris tôt, mieux c'est en fait. Et c'est pour ça que l'outil que j'ai parlé au tout début, qui a été un des projets que j'ai réalisé, permet en fait d'avoir un outil permettant d'aider les cliniciens à interpréter les variants. Parce que ce que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est que oui, il y a 15 à 20% des patients référents en troubles neurodéveloppementaux ont une mutation dans leur génome, mais seulement 10 de ces 15 à 20%, on connaît concrètement l'effet. Les autres, on sait qu'il va y avoir un problème. Parce que c'est de grande taille, il y a, je sais pas moi, 10 gènes ou 20 gènes dedans, ce qui est énorme pour un CNV. Mais par contre, on ne sait pas. On ne sait pas les conséquences. C'est comme voir un moteur. On voit qu'il y a une partie du moteur qui ne marche pas, mais si on n'est pas mécanicien, on ne saura pas quelles sont les conséquences. Est-ce que le moteur va tourner ou pas? Et c'est exactement la même chose. Et en fait, l'outil va permettre une interprétation de l'impact. Donc, effectivement, pour vraiment conclure sur cette question, c'est plus c'est pris tôt, mieux c'est. Et le truc, c'est qu'on aura d'autant plus d'informations que de patients avec des troubles du langage sont référents en clinique. Parce que souvent, on voit que ça, et ce qui est mis en avant en clinique à l'heure actuelle, ça va être vraiment des troubles sévères comme la déficience intellectuelle, l'autisme, la schizophrénie à l'âge adulte, ou du moins après la phase d'adolescence. Mais le langage, c'est vraiment, j'aime pas trop le terme, mais c'est un peu l'enfant pauvre en ce moment. Il est souvent mis de côté, même s'il y a un intérêt, il n'est pas très observé en fait. Ma deuxième question, rapidement. Donc, est-ce qu'il y a de la recherche probablement parce qu'on dit oui, une prise en charge clinique, donc, mais est-ce qu'on a de la recherche sur une prise en charge, mais où on pourrait intervenir sur les mutations, sur les… Alors, donc la question, c'est est-ce qu'il y a une prise en charge au niveau de l'effet de la mutation? Est-ce qu'il y a de la recherche pour pouvoir régler ces problèmes-là génétiques de mutation et tout ça? Mais prochainement, j'imagine. Comme des traitements médicamenteux. Oui, on pourrait stopper… Alors, il existe des traitements pour d'autres troubles psychiatriques, comme la schizophrénie ou même l'hyperactivité, où on connaît différents médicaments pour aider. Pour le langage, je ne pense pas. Non, mais même pour finalement agir sur les gènes. Eh ben, en fait, tous les médicaments vont agir sur l'expression des gènes. C'est l'expression. Voilà. Mais alors, tout ce qui est… si c'est sur le gène, genre thérapie génique, non. Il n'y a pas au niveau, a priori, à ma connaissance, il n'y a pas au niveau du cerveau humain. Il y en a pour, je crois, la maladie du chêne ou autre, mais sinon, c'est très, très rare en fait. Et en général, ça ne marche pas très bien. Alors, c'est vrai qu'avec CRISPR-Cas9, on pourrait s'attendre à une amélioration du domaine, mais a priori, ça ne semble pas émerger en fait. C'est en cours. Peut-être qu'il y a un labo qui va publier demain un papier avec une nouvelle méthode. Changer un peu la génétique d'une souris, je me dis qu'on peut peut-être faire la même Ah oui, chose. c'est-à-dire un des trucs qui a été fait chez la souris,
c'est des souris avec la trisomie 21, du moins avec le même phénotype. Ce qu'ils ont fait comme thérapie, c'est de lui mettre le gène qui inhibe l'expression du chromosome X chez la femme. Comme ça, en fait, on inhibe un des 21 et on sauve le phénotype. Il faut que ça soit fait précocement dans les phases embryonnaires. Sinon, c'est trop tard. Donc, il y a des possibilités, mais elles sont plus modèle animal qu'application humaine. Et je vois, il y a une question. Si j'ai bien compris, il faudrait envoyer les enfants prétendant TNM modéré et sévère en génétique. Si oui, vers où les différentes marches faire pour... Ici, en fait, à l'heure actuelle, au Québec, ça va être Sainte-Justine, donc le département de conseil génétique de Sainte-Justine, qui pourra répondre à ces attentes, en fait. Donc, surtout que, si je ne me trompe pas, tous les diagnostics génétiques sont essentiellement centralisés sur Sainte-Justine à Montréal. Alors, il y a bien d'autres centres, mais Sainte-Justine reste quand même le plus gros centre. Je crois qu'ils font 2000 à 3000 analyses génétiques de patients, en fait. Donc, c'est un centre qui saura parfaitement répondre aux attentes. Je pense que oui, c'est OK. terminé. Donc, merci beaucoup. merci à tous. Très intéressant. Merci à tous pour votre participation. Puis, passez une excellente journée. Merci beaucoup.